On va démarrer cet atelier. Donc, je vous présente donc Vincent Muller, que vous connaissez peut-être, qui travaille au Graphie et qui donc va présenter cet atelier avec François Curand, qui est juriste au GIP Maximilien, qui est plutôt un atelier destiné aux opérateurs économiques pour vous expliquer un peu comment répondre à un marché public. Vincent, je te laisse la parole. Oui, alors bonjour tout le monde. Donc je suis Vincent Muller, chargé de mission au sein du Graphie, en charge des achats socialement responsables et du développement éco. Voilà, donc l'atelier d'aujourd'hui répondre à un marché public. Évidemment, vu le format, on va pas pouvoir être exhaustif sur l'ensemble, mais l'idée c'était un peu de vous donner des pistes de réflexion et puis des adresses et des réflexes pour pouvoir répondre, en tout cas se mettre en ordre de marche pour répondre à un marché public. Donc voilà, donc rapidement. Donc le Graphie, c'est le groupement des fédérations des structures de l'insertion, donc sur l'Île-de-France en tout cas, où on représente à peu près 70% des structures de l'IAE, quel que soit leur conventionnement, quelle que soit leur taille, etc. Je fais assez rapide parce qu'on a un format assez court, donc c'est pas là où vous apprendrez le plus de choses. Donc le Graphie s'est doté l'année dernière de l'ASR Club Île-de-France, qui est un groupe de travail pour l'instant constitué de groupements, enfin des fédérations franciliennes des structures de l'insertion, et qui est spécialisé justement sur les achats socialement responsables, sur les marchés publics, sur les clauses sociales, etc. L'idée, c'est de mettre en lien les donneurs d'ordre et les SIAE, pouvoir faire du sourcing, pouvoir faire des interactions entre elles, pour qu'il y ait de plus en plus d'achats socialement responsables entre les donneurs d'ordre et les acheteurs et les structures de l'IAE. Voilà pour bref récap de ce que nous faisons. Les étapes pour répondre au marché public. Donc, on les a détaillées en 3 parties pour cet atelier. Une première partie qui n'est pas On voit pas sous-estimée, qui est ton vraiment slide. très importante. Excuse-moi Vincent, on voit pas ton slide avancé. Ah, Je sais pas alors si vous en êtes tu tout. avances. On est Si toujours au j'avais premier. avancé. Ah, alors c'est peut-être là que ça coince. Voilà. Là, vous voyez? C'est bon. C'est bon, d'accord. Donc là, pour regrouper donc le Graphie, les différentes fédérations des structures de l'insertion qui ont composé le Graphie et qui représentent donc à peu près 70% des SIAE en Île-de-France. Je refais le truc rapidement. L'ASR Club Île-de-France, donc qui est un outil fait pour favoriser les achats socialement responsables en direction des SIAE, pour aider les SIAE à répondre au marché, pour pouvoir faire du sourcing pour les entreprises ou les collectivités, en tout cas les donneurs d'ordre et les acheteurs, et faire ce lien pour que du business puisse se faire plus facilement et de façon plus professionnelle, on va dire, entre les structures de l'IAE et les donneurs d'ordre. Voilà, ça aide les uns, ça aide les autres, et ça permet de mutualiser pas mal de compétences autour de ces questions-là. Voilà, donc comme je le disais, 3 étapes pour ce petit atelier, notamment la première qui est souvent un peu mise à l'écart dans les formations ou les informations pour répondre à des marchés publics, qui est se préparer à répondre à des marchés. Après viendra la seconde partie, qui sera animée par François Curand, donc juriste du GIP Maximilien, sur quelque chose de beaucoup plus technique pour la réponse au marché public. Et en troisième partie, apprendre, c'est un peu le bilan des 2 premiers, et puis et c'est là qu'on pourra répondre à vos questions. Alors, se préparer à répondre à un marché public, en fait, c'est pas juste de réunir les éléments nécessaires à la réponse. C'est aussi se préparer dans la structure. Quand on prépare une réponse à un marché public, on a évidemment des pièces à fournir, on a des pièces à réunir, on a des éléments à mettre en place, etc. François reviendra là-dessus plus précisément sur les choses très concrètes. Mais au-delà du concret, de la préparation du dossier, c'est plus se mettre dans l'état d'esprit de répondre à un marché. C'est-à-dire que quand vous allez répondre au marché, vous allez devoir fournir des pièces. Je pense par exemple le chiffre d'affaires sur les 3 dernières années, nombre d'employés qui travaillent, etc. Tous ces éléments-là sont des éléments factuels qui sont relativement faciles à récupérer. Mais quand vous vous préparez à répondre à des marchés publics, c'est intéressant de se faire un dossier, ou en tout cas de se mettre dans un coin des choses à jour et des choses qui vont vous permettre de répondre.
Dans la préparation à répondre à des marchés publics, c'est aussi l'idée de mettre des mots sur l'objet de sa structure, sur les compétences de sa structure et sur les périmètres de sa structure. Les services et les produits proposés de votre structure ont des extensions, c'est-à-dire qu'elles peuvent être larges ou en tout cas elles peuvent s'adapter à des demandes, mais ce ne sera pas l'objet principal de la demande. Quand on se prépare, effectivement, on met des mots sur sa pratique, on met des mots sur ses services, on met des mots sur ses tarifs, on met des mots sur sa zone géographique à couvrir, sur les compétences qu'on a en interne, c'est les compétences qu'on peut éventuellement aller chercher à l'externe. Et tout ça, c'est de le mettre en mots. Même si vous le savez dans la tête, c'est intéressant de le mettre en mots parce que c'est des choses, sont des éléments qui vont vous aider à préparer une réponse au marché public. Et de façon plus générale à répondre au marché tout court, hein, puisque le secteur privé aura effectivement, quand il demande des devis, des choses comme ça, c'est intéressant pour vous de pouvoir justifier, de pouvoir présenter de façon synthétique et cohérente ce que vous faites, comment vous le faites, qui vous êtes. Voilà. C'est quelque chose de vraiment important à préparer et en fait, on reviendra, je pense, régulièrement sur cette thématique, mais votre boulot, c'est pas de savoir répondre à un marché public. Il faut, si vous présentez ça, il faut savoir le faire. Néanmoins, c'est pas votre boulot. Donc, il y a un tas d'outils qui vont vous permettre d'y répondre. Et en amont, c'est-à-dire dans votre structure, préparez-vous intellectuellement, j'allais dire, à préparer ces éléments-là. Voilà. Trouver un marché public adapté à votre structure. Alors ça, c'est quand on commence à travailler dans les marchés publics, ou en tout cas à vouloir répondre à des marchés publics, on a un tas d'outils, notamment de veille pour les marchés publics. Maximilien, le GIP Maximilien en est un bon exemple, hein, plateforme de dématérialisation des marchés publics. Vous pouvez vous y inscrire, etc. et avoir une veille des marchés avec des critères de sélection pour trouver le marché qui vous corresponde le mieux. En règle générale, hein, par expérience, parce qu'on travaille avec pas mal notamment de petites structures qui n'ont pas forcément l'habitude de fonctionner avec des marchés publics. Au début, on couvre tous azimuts. Ça veut dire que on a une florilège de 20 ou 40 marchés potentiellement accessibles pour soi tous les lundis matins sur sa boîte mail, parce que les critères que l'on a pu mettre pour notre veille n'ont pas été aussi ciblés. C'est-à-dire qu'on est un peu entre l'opportunité d'un marché et le marché réellement accessible pour nous par rapport à nos compétences, par rapport à notre champ d'intervention, nos capacités financières, etc., etc. C'est d'autant plus vrai pour les structures de l'IAE que voilà, vous le savez mieux que moi. On marche sur deux pattes, hein. Vraiment le côté économique et le côté social. Donc ce sont des caractéristiques d'une structure qui sont intéressantes et impératives à prendre en compte quand on va chercher un marché qui nous correspond. Et là, en l'occurrence, je ne parle pas uniquement des marchés réservés à l'IAE. Ça veut dire qu'il y a des marchés dits classiques, mais qui sont fléchés ou en tout cas qui sont accessibles à des structures de l'IAE. Voilà, donc au niveau de la veille, hein, j'ai mis le petit lien donc du GIP Maximilien parce qu'ils ont une veille qui est assez intéressante, parce que qualitative, et puis en tout cas on peut mettre les paramètres qui nous intéressent pour répondre à un marché qu'on souhaite trouver. Et comme je le mets dans la petite phrase du dessus, essayer de prioriser les marchés qu'on souhaite trouver. Parce que dans les secteurs d'activité qui sont les vôtres, il y a beaucoup de marchés qui sont proposés, hein, qui sont mis sur les, mais tous déjà ne sont pas accessibles et tous ne sont pas forcément intéressants pour vous. Donc j'allais dire, essayez sans trop vous restreindre non plus, mais essayez d'être le plus précis possible dans vos critères de choix pour trouver un marché, ce qui vous permettra déjà de ne pas être envahi par le nombre de marchés qui ne vous intéressent pas nécessairement, mais qui ont à la marge une activité redondante avec celle que vous proposez. Et dans la préparation des marchés, plus votre présentation, plus la mise en mots de vos services et de vos produits seront pertinentes, et plus il sera facile pour vous de trouver des marchés, en tout cas facilement, où vous pourrez répondre de façon plutôt sereine. Voilà.
comme je le mets, hein, répondre à un marché, ça prend énormément de temps. C'est quand même de l'énergie, c'est quand même une préparation, surtout sur les premiers. Après, on se rôde. Après, on a des outils qui sont calibrés et qui sont adaptés, donc ce qui nous permet de répondre correctement à ces marchés. Et que quand on répond à un marché où en fait, on se rend compte au bout d'un moment que il est pas pour soi, voilà, on aura perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Voilà, donc veille des marchés publics. Alors là, j'ai mis évidemment celui du GIP Maximilien. Il y en a d'autres. Souvent, il y a des passerelles, hein, c'est-à-dire il y a des marchés qui sont posés sur d'autres plateformes que celles de Maximilien, mais qui sont visibles chez sur Maximilien. Donc, ne vous éparpillez pas trop non plus dans les sources de marchés potentiels, parce que souvent elles se regroupent et que, vous allez voir quand vous allez vous installer là, dans cette logique-là, on est vite submergé par le nombre de marchés et que malgré tout, ça prend du temps de les lire, de les regarder, etc. Euh, voilà, on viendra évidemment sur les questions que vous pourrez poser après. Sélection du marché, donc important de prêter attention aux éléments des marchés, hein, l'objet même du marché, ne pas lire trop rapidement justement ces premiers éléments, que ce soit un marché où vous pouvez répondre, hein, je pense à la date limite de réponse. C'est vrai que si vous avez des gros dossiers en cours du moment et que vous avez qu'une semaine pour y répondre, ne perdez pas de temps sur ce marché, il y en aura d'autres et vous vous attellerez à celui où il y aura une réponse un peu plus large au niveau du temps. Le type de procédure, là François viendra en appui de ce que j'ai dit par rapport à ça et sera plus précis dans les types de procédures ou avec les différents critères potentiellement indiqués. Trouver les dossiers de consultation, les DCE, etc. En fait, toutes ces choses-là, François va vous les détailler. Moi, simplement, ce que je voudrais mettre en avant, c'est qu'il existe un tas d'outils pour vous aider à répondre au marché, et notamment des simulations ou des formations. Sur les plateformes, je pense à celle de Maximilien parce que je la connais mieux, mais il y a des outils pour s'exercer à répondre à un marché. Je ne crois pas que ce soit une perte de temps. Je veux dire, c'est en s'entraînant pour de faux, j'allais dire, que vous allez pouvoir vous rendre compte des éléments à fournir, des choses auxquelles vous n'avez pas nécessairement pensé, au calendrier que vous allez pouvoir mettre en place pour répondre à ce marché-là. Et comme je le disais, la date limite de réponse et la date butoir. Mais avant, il faut vraiment créer un rétro-planning pour être sûr de son coup et pour avoir tous les éléments au bon moment. C'est-à-dire pas une heure avant la date limite, mais un jour avant pour pouvoir avoir rassemblé les différentes informations, pour pouvoir avoir rédigé les notes que vous devez faire, etc. Les premiers marchés sont importants pour s'exercer, mais avant même de faire des vrais faux marchés, j'allais dire, exercez-vous sur les plateformes, parce que ce sont des exercices qui vous permettent de vraiment rentrer dans la dynamique de répondre à un marché. Voilà, essayez de voir aussi de lire des CTTP, des choses comme ça qui vont pouvoir vous familiariser avec les termes juridiques de ces pièces-là, pour ne pas être noyé dans un nombre d'acronymes et de pièces qui ne sont pas qui très honnêtement ne sont pas très complexes à mettre en place. Et depuis quelques années quand même, les choses se sont vraiment simplifiées pour pouvoir répondre à des marchés. Voilà, ne vous sabordez pas non plus trop sur les réponses au marché en disant je suis sûr de pas avoir ce marché-là parce que c'est le concurrent ou quelqu'un d'autre qui l'avait l'année d'avant, etc. Quand un donneur d'ordre met un marché, crée un marché, le dépose, c'est une proposition et concernant un besoin. Donc vous faites une proposition pour répondre à ce besoin. C'est entre guillemets un peu aussi simple que ça. Voilà donc pour la préparation des marchés, vraiment se mettre en position de répondre et donc bien en amont pour se préparer, pour éventuellement préparer des collègues à y répondre. Il y a pas mal de formations qui existent là-dessus, donc ne pas hésiter à se spécialiser un peu là-dessus, surtout quand même dans des périodes comme les nôtres. Les marchés publics sont quand même une source de dossiers, une source de marchés justement qui sont pas inintéressants pour s'inscrire dans la durée.
Voilà, donc là je vais laisser la parole à François Curran pour la partie répondre au marché public avec les éléments donnés. Hop. Voilà. Bonjour, j'espère qu'on m'entend, c'est bon? Ouais, on t'entend. Parfait, on t'entend très bien. Super. Bonjour Vincent, bonjour Sandrine. Fantastique, très bien. Merci beaucoup Vincent pour cette super entrée en matière qui prépare très très bien le terrain. J'en profite également pour remercier de nouveau l'organisation, toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette journée, dans des conditions pas simples du tout. Donc je vais partager mon écran et quelques slides, hop là, voilà, qui pareil sont à disposition hein, également si jamais on peut les diffuser. Moi j'ai aucune difficulté. Est-ce que c'est bon pour les slides ou est-ce que ce n'est C'est pas bon? parfait. C'est bon? Si, Parfait. c'est bon. On voit Ok, tout. super. Parfait alors. Donc en effet, donc Vincent a abordé toute cette partie préparation qui est en effet absolument essentielle. Et moi, je vais aborder, disons, le petit segment, le petit moment stressant, le moment stressant de la réponse du dépôt de l'offre, enfin du dépôt de l'offre et de la candidature précisément, puisque comme vous le voyez, dans mon petit sommaire, il y a deux aspects quand on répond à un marché public. Il y a l'aspect candidature et l'aspect offre. C'est un peu les deux éléments principaux de votre participation à une consultation. Alors avant, je voudrais revenir sur quelques points qui sont un peu les messages que je voudrais faire passer. Le premier, Vincent l'a déjà souligné, c'est de vous concentrer sur votre métier. Le but du jeu, c'est pas de faire des formalités administratives. Voilà. Il y a plein de choses maintenant, il y a plein de moyens de se simplifier la vie sur le dépôt de la candidature et de l'offre, de pas refaire des papiers, des documents, etc., etc. Il faut surtout pas se stresser avec ça. J'ai mis la référence ici de R21 43-13 du code de la commande publique que vous pouvez noter et aller consulter. Et d'ailleurs, non seulement ça, mais en plus ensuite opposer à vos acheteurs lorsque vous candidatez, puisque c'est une disposition qui vous permet précisément d'éviter d'avoir à constamment remettre des pièces que vous auriez déjà données. Hein, si je reprends le tiret 13, voilà. Je souligne le fait que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique ou alors d'un espace de stockage numérique. Donc quand vous avez une plateforme comme Maximilien par exemple, où vous avez un coffre-fort électronique, vous pouvez mettre un certain nombre de pièces comme le RIB, le cabis ou des choses comme ça, vous les mettez et ensuite vous les mettez une fois dans votre coffre-fort et vous n'avez pas du tout ensuite à les renvoyer à chaque fois, à les rechercher, à se dire est-ce que je l'ai fait, à qui l'a envoyé, attends il est où, etc. Vous les mettez une fois sur votre profil acheteur et c'est tout bon. Faut l'actualiser évidemment quand il faut l'actualiser, ça c'est normal. Mais voilà. Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'attestations que maintenant les acheteurs peuvent récupérer par eux-mêmes. Tout ce qui est attestation fiscale et sociale, le système d'API entreprise est très bien développé et on peut toujours récupérer ces éléments-là. Donc, il faut vous concentrer sur votre métier. Voilà, faut pas vous angoisser sur cette partie. Le deuxième message important, c'est l'anticipation. Ça, Vincent a déjà souligné. Répondre à un marché public, ça se fait pas à la dernière minute en réalisant ah tiens tout à l'heure là dans 15 minutes il y a une date limite, c'est bon, c'est ce que je fais, hop j'y vais, etc. Donc en effet il y a une partie de sourcing, il y a la date limite de remise qui est bien à surveiller. Hein, je souligne sur ce point, j'aurai l'occasion d'y revenir, que le respect du délai est vraiment extrêmement important, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Et enfin, le troisième message que je voudrais faire passer, c'est ne pas signer les éléments du dépôt, parce que pareil, c'est une source de stress pour les entreprises, en particulier avec le développement de la signature électronique, de voir dans des dossiers de consultation la demande de remise d'actes d'engagement signés dès le dépôt des offres. Ça n'est pas autorisé.
il faut dans ces cas-là, faut pas hésiter à interroger votre acheteur, hein. Vous avez toujours la possibilité d'interagir avec votre acheteur en disant mais attendez, je comprends pas, normalement c'est pas obligatoire, c'est facile de trouver les références, j'ajouterai les liens dans la version finale du PowerPoint et pour vous concentrer précisément sur votre métier. C'est vraiment ça le message important que je dois faire passer. Voilà. Pour ce qui est donc ensuite de la partie candidature. Donc la partie candidature, je l'ai évoqué très rapidement ce matin pour ceux qui étaient à l'atelier, à la présentation de l'atelier méthodologique. C'est ce que j'aime bien appeler un peu la carte d'identité de l'entreprise, mais une carte d'identité un peu étoffée. Puisqu'on va avoir en fait deux parties principales dans la gestion de la candidature, ce qu'on appelle les motifs d'exclusion et ce qu'on appelle les conditions de participation et contenu de la candidature. Sur la gestion des motifs d'exclusion, donc c'est voilà, si vous n'avez pas payé vos impôts, etc., etc., ce sont des éliminations. Mais pareil, vous inquiétez pas, ça c'est une déclaration sur l'honneur que vous n'entrez pas dans le champ et c'est réglé. L'acheteur, au moment de la mise en concurrence, n'a pas à vous demander d'éléments de preuve. Il doit se contenter d'une déclaration sur l'honneur que vous n'entrez dans aucune de ces catégories. Ensuite, éventuellement, si vous êtes attributaire pressenti, il pourra vous demander de prouver ces éléments. En tout cas, pendant la mise en concurrence, pendant disons le mois ou les quelques semaines de mise en concurrence, attestation sur l'honneur, ça suffit. Ensuite, l'autre partie, c'est ce qui est relatif aux conditions de participation et continu de la candidature. L'idée, c'est que l'acheteur s'assure que vous réunissez les conditions de participation, vous avez disons, l'aptitude à satisfaire le besoin. Donc en général, là, ça c'est des informations très sommaires. On va demander votre chiffre d'affaires, le nombre de salariés dans votre entreprise depuis sur 3-4 ans, la part de source de revenus qui vient des marchés publics et la part qui ne vient pas de marchés publics, enfin des choses comme ça éventuellement. C'est un peu les acheteurs vont mobiliser différents types d'indices. Maintenant, en général, dans la plupart des cas, vous voyez, j'ai mis c'est simplifié, c'est les capacités techniques et financières. C'est-à-dire qu'on va vous demander votre chiffre d'affaires et en général le nombre de salariés, le nombre de salariés. Sur le mode de candidature, il y a deux formats de candidature possibles. Vous voyez, j'ai mis le DUM, document unique de marché européen, ou les formulaires DC1 et DC2. Le DUM, c'est ce qui est le plus simple, en fait. Vous voyez, je vous mettrai également le lien. Vous avez ça ici, en fait. Alors normalement, vous l'avez sur les profils d'acheteurs directement. Mais aujourd'hui, remplir un DUM, c'est très simple. Vous avez juste à mettre votre SIRET et il y a tout un tas d'informations qui sont déjà tout présaisies. Tout est coché sur les motifs d'exclusion. Vous avez juste à compléter votre chiffre d'affaires et vos salariés ou éventuellement les autres critères qui auraient pu être mobilisés. Vous pouvez même retrouver ici le DUM de votre acheteur. Donc voilà, si vous avez vu qu'il y avait un acheteur qui avait rempli un DUM de son côté et que vous vouliez répondre avec ce même mode de candidature, hop là, vous mettez le numéro et ça prend, c'est très rapide. Donc cette partie candidature, vous pouvez la régler très facilement avec le DUM. Sinon, il y a la bonne vieille méthode bien classique des formulaires DC1 et DC2, éventuellement DC4, que vous avez toujours sur le site de la DAJ en format Word. Et dans ces cas-là, il faut que vous complétiez ces documents, disons, de façon plus artisanale. Mais là, le formulaire DUM est beaucoup plus simple. C'est vraiment du questionnaire en ligne. Qui en général est déjà implémenté dans le profil acheteur. C'est le cas sur Maximilien. Sur Maximilien, vous n'avez pas à vous embêter à aller je ne sais où. Vous répondez à votre marché, vous avez choix de candidature, DUM, vous complétez le questionnaire et c'est réglé. Donc cette partie, elle est considérablement simplifiée. C'est la continuité de MPS pour celles qui connaissent un petit peu. Sur la partie offre, qui est disons cette fois plus le cœur c'est votre métier, c'est là où vous allez décrire votre proposition commerciale, parce que vous avez la prestation que vous allez fournir. Donc en général, il y a disons deux parties principales, voire trois ou plus en fonction de ce qu'il peut y avoir. Il y a la partie financière, donc c'est le fait de compléter un bordereau de prix unitaire qui est un peu une feuille de prix, ou avec un DQ, un détail quantitatif estimatif,
Alors la deuxième partie, le détail quantitatif estimatif, a pas de valeur contractuelle, mais ça vous permet d'avoir une visibilité un peu sur le niveau de besoin de l'acheteur. Je sais pas, moi, je vous dis une bêtise, mais prenons un exemple, un acheteur qui met en concurrence pour une prestation de traiteur, il cherche un titulaire pour les 2 prochaines années. Dans le DQE, il va vous dire, bah voilà, ça va vous permettre de savoir environ, vous serez sollicité 10 fois, 5 fois, 15 fois, 20 fois. Ça va vous permettre d'avoir une estimation des commandes. La partie technique, en général, c'est une description de votre prestation, de ce que vous faites, comment vous travaillez. Je sais pas moi, la quantité de personnel que vous mettez à disposition, combien de temps, quelles sont vos façons de travailler. Si c'est du logiciel, quelle est l'équipe, comment est-ce que travaille l'équipe en cas d'un problème technique. Si c'est je sais pas, du transport, ça va être là que vous allez décrire la marque de vos camions, leur consommation, leur bilan CO2 éventuellement, s'il y a des critères environnementaux, enfin des choses comme ça. Et d'autres documents, c'est là que vous allez pouvoir ensuite, vous pouvez rajouter un certain nombre de choses, sachant que évidemment, l'idée c'est toujours d'être au plus simple et au plus clair. Quelques éléments sur la présentation de l'offre. Extrêmement important, un dépôt unique. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas sur un profil d'acheteur envoyer votre offre, vous dire ah mince, j'ai oublié ce document très important qu'il fallait que je joigne, je le renvoie juste. Surtout pas. C'est pas grave d'avoir oublié un document, mais dans ces cas-là, vous renvoyez tout. Si vous envoyez en plusieurs fois, l'acheteur ne retiendra que le dernier dépôt. Donc ça veut dire qu'il aura un dépôt incomplet. Donc il faut tout envoyer à chaque fois. Si vous avez oublié un document dans le premier dépôt, dans le deuxième, vous le mettez, mais vous remettez tout ce que vous avez mis avant. Voilà, il faut qu'il y ait tout en un seul envoi. Voilà. Avant la date limite de remise des offres. Donc ça, c'est le point important à deux égards. Le premier, c'est que une offre remise après la date limite n'est même pas considérée comme irrégulière, c'est-à-dire que le code de la commande publique dit aujourd'hui que c'est une offre qui est éliminée. C'est même pas, c'est pas censé être régularisable, une offre hors délai. Ça, c'est une première chose très importante. Deuxième chose importante, c'est aussi pour ça que je vous disais d'anticiper, c'est que la date limite de remise des offres aujourd'hui sur les profils d'acheteurs, le critère, c'est le dépôt du dernier octet. Ça veut dire que si vous répondez à un marché avec avec un gros fichier de plusieurs dizaines de MO, voire plusieurs centaines de MO, c'est possible. Il faut vous y prendre. C'est-à-dire, si la date limite c'est 12h15, si vous commencez à faire votre chargement à 12h14, ça risque de pas bien se terminer. Voilà, il faut prendre de l'avance et de façon à ce que votre téléchargement se termine bien avant le dépôt de la date limite de remise des offres. Et l'autre aspect du dépôt de l'offre, de la présentation de l'offre, c'est un dépôt dématérialisé. Et j'ai ajouté comme tous les échanges qui l'ont précédé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation impose que tous les échanges et toutes les communications avec les acheteurs se passent par le profil d'acheteur. Ça permet d'avoir des garanties en termes de traçabilité, d'accusé de réception, d'horodatage sur les messages envoyés, reçus, pas reçus, accusés de réception, etc. Si vous avez une difficulté par le profil d'acheteur, c'est tout à fait possible de le signaler. Vous le signalez à votre acheteur, vous dites attention, là j'arrive pas à poser une question, comment ça se passe, etc. Et vous allez être accompagné, d'accord? Il n'y a pas de difficulté. Mais en tout cas, il faut que vos questions elles soient exposées sur le profil de l'acheteur. Dernier point sur l'examen de l'offre. Irrégulier, inacceptable, inapproprié, anormalement bas. Vous avez déjà peut-être entendu tous ces termes. Une offre inappropriée, disons, c'est une offre qui est complètement à côté du besoin de l'acheteur. Une offre irrégulière, c'est une offre qui présente des manques, des défauts, elle ne répond pas complètement aux besoins, ou elle répond à côté, ou enfin un peu à côté, où il manque par exemple une ligne au BPU qui n'est pas complétée, ou des choses comme ça. Donc il y a certaines choses qui peuvent être régularisées. Et une offre inacceptable, c'est une offre qui dépasse les crédits budgétaires que l'acheteur avait alloués à son budget. Et le dernier point, c'est l'offre anormalement basse. Si jamais vous faites l'objet d'une suspicion d'offre anormalement basse, il ne faut pas vous inquiéter. L'acheteur, normalement, doit vous demander de vous expliquer.
Vous ne pouvez pas être éliminé d'office parce que vous avez présenté une offre anormalement basse. Vous devez avoir la possibilité de vous expliquer parce que ça peut être justifié après tout. Donc voilà, faites attention, toutes les manières, c'est pour la partie irrégulier, inappropriée, anormalement basse, c'est des choses normalement qui se déroulent bien. Si vous lisez en effet, comme le suggérait Vincent, correctement les documents de la consultation. L'autre aspect de l'offre, c'est les fameux critères de sélection que vous allez retrouver dans le règlement de la consultation, qui doivent correspondre à l'objet du marché. C'est-à-dire que des critères complètement farfelus, qui seraient des jugements sur le fonctionnement de votre entreprise ou enfin, complètement sans rapport avec le marché sont pas possibles. Et donc vous allez être examiné sur la base de ça. En général, c'est qualité technique et fonctionnelle et prix, les deux principaux, et de plus en plus justement les aspects sociaux et ou environnementaux à l'occasion de la réalisation de la prestation. Voilà, j'ai un dernier point à ajouter, une chose importante que la réglementation vous permet, et donc il ne faut pas vous en priver à ce titre, c'est le fait que si vous n'êtes pas retenu dans un marché, je pense que Vincent reviendra dessus, mais c'est bien déjà de le souligner d'ores et déjà, vous devez avoir des explications. Alors attention, en procédure adaptée, l'acheteur n'est pas n'est pas obligé de vous en fournir dès le rejet, mais vous pouvez lui en demander. Donc si vous recevez simplement une notification d'élimination, ne vous sentez pas mis à l'écart et complètement mis sous silence. Vous avez le droit du coup de solliciter votre acheteur pour lui dire bah pourquoi, c'était quoi l'explication. Et là vous allez en avoir, ça va vous permettre d'améliorer au coup d'après votre offre. Et puis en procédure formalisée, de toutes les manières, vous avez l'obligation, là en revanche, l'acheteur a l'obligation de vous fournir les motifs de sa décision. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci François. Donc on l'a bien compris, les marchés publics, oser les marchés publics, c'est pas si compliqué, c'est ouvert à toutes les entreprises et voilà, il y a des logiques de simplification. Aujourd'hui, les dispositifs, dites-le nous une fois, permettent sur Maximilien de candidater et de uniquement déjà avec son numéro SIRET, et on a tout un tas de documents et d'informations qui sont déjà connus par l'administration qui peuvent être reconnus et qui n'ont plus besoin d'être saisis. Alors, avant de faire un point et de voir s'il y a des questions, je voulais proposer à Daniel Coissard aussi de nous faire un petit tour et de nous présenter la possibilité de créer des alertes aussi sur la plateforme Maximilien. L'inscription sur le portail Maximilien est complètement gratuite pour les opérateurs économiques. Vous pouvez vous créer des alertes et puis surtout vous pouvez aussi indiquer les éléments qui concernent vos spécificités si vous êtes un acteur de l'ESS. Est-ce que Daniel, tu veux dire quelques mots et puis après, les personnes peuvent commencer à lever la main si vous avez des questions à poser à l'un des intervenants, que ce soit Vincent ou François. Daniel, est-ce que tu nous entends? Oui, j'avais pas allumé le micro. Alors, très rapidement, ce qui est important pour compléter ce qui a été dit par Vincent et puis François, en tant qu'entreprise, c'est de faire de la veille. Vincent l'a beaucoup rappelé, c'est important. Et il y a des mécanismes, quels que soient les profils acheteurs. On en a un bien sûr sur Maximilien, mais il y en a sur d'autres profils acheteurs. Vous avez toujours des modules pour faire des alertes. Et ça, c'est important parce que l'alerte est quelque chose qui arrive quotidiennement sur les boîtes aux lettres. Alors, vous pouvez choisir de manière quotidienne ou hebdomadaire, mais dès qu'il y a un marché public qui correspond soit à votre activité, soit à un code CPV, on n'a pas trop parlé, mais c'est un code de classification des marchés publics, vous recevez automatiquement un mail avec un lien sur la consultation. Alors, un autre grand regret, c'est qu'aujourd'hui, sur les 55 000 entreprises qui ont créé une alerte, qui ont créé un compte, simplement à peine 2000 ont des alertes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des marchés qui échappent aux entreprises. C'est simple, quand vous faites une recherche dans Maximilien,
à un moment donné, vous pouvez bien sûr cocher en fonction de vos alertes ou dire est-ce que c'est un marché qui est réservé sur une structure de l'ESA, des CAE, de l'ESS, du commerce équitable, etc. Il y a un certain nombre de choses, de critères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, j'aurais dû commencer par cela, c'était de créer votre compte sur les plateformes en complétant bien votre fiche entreprise pour expliquer quelle est votre activité, quelles sont vos spécificités, quels sont les éléments que vous avez de plus que d'autres structures, de façon lorsqu'un acheteur fait du sourcing, il puisse retrouver votre entreprise parmi toute la liste. Et surtout pour les entreprises de l'insertion, les entreprises de l'ESS, c'est vraiment en fait indiquer que vous êtes une entreprise et vous déclarez entreprise SIAE, entreprise ESS, parce que si vous le faites pas, en fait, vous passez à côté d'un certain nombre de marchés. Il est important de le faire. Et puis, pour compléter une dernière chose que disait François, certes, il y a bien sûr tout le DUM avec la candidature via le numéro de SIRET, mais vous avez aussi un coffre-fort dans Maximilien dans lequel vous pouvez stocker vos assurances, que vous pouvez stocker votre catalogue, enfin pas le catalogue puisque c'est une pièce de la candidature, mais quelques références. Et tous ces éléments-là, en fait, l'acheteur pourrait y avoir accès sans que vous ayez à les déposer à chaque fois. Puisque, voilà, on est sur des réseaux Internet et quand les réseaux sont un peu faibles, ben, il se peut que si vous avez démarré très tardivement le dépôt de votre offre, qu'elle arrive légèrement en retard. Donc, voilà, ce qui est important, c'est souvent de pouvoir répondre la veille. Vous êtes au moins sûr d'avoir une deuxième chance si ça ne marche pas le matin, le lendemain matin, et puis surtout avoir l'assurance que ça n'arrive pas en retard. Voilà ce que je voulais Dernier rajouter. point, peut-être Daniel aussi dire que sur Maximilien, il y a toujours une assistance en ligne avec le petit bonhomme qui est à droite là. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas seul et il y a la possibilité de poser des questions et d'être accompagné sur la partie technique. Tout à fait. Et puis, bien sûr, j'allais l'oublier, c'est bien de me rappeler, quand dans se préparer à répondre, vous avez la possibilité de répondre à des consultations test. Alors, vous pouvez mettre des documents test, hein, mais ça vous permet de voir si votre poste est bien configuré, si vous comprenez bien ce qu'il y a à faire. Et quand vous avez un souci, ben, sur la consultation test, vous pourrez l'avoir sur la vraie. Donc autant avoir le problème sur la consultation test, faire appel à l'assistance s'il y a un souci, et puis être sûr et certain que le jour du dépôt, tout soit fonctionnel. Voilà. Et puis merci beaucoup à l'ensemble des intervenants et des personnes qui préparent. Et je laisse la parole pour les questions. En tout cas, voilà, nous, en tant que réseau francilien des achats responsables, on accompagne aussi les acheteurs, tous les acheteurs qui sont membres de Maximilien, et on les incite aussi à utiliser la plateforme Maximilien pour lancer leur consultation en dessous des seuils, même pour des petits marchés. Daniel, on voit encore ton écran si tu veux arrêter le partage. Et donc même en dessous des seuils pour des petits marchés, même des consultations sur devis, ce qui permet à des entreprises de toute taille et à des petites entreprises de pouvoir aussi répondre à des marchés ou des consultations qui sont en dessous des seuils du marché. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants ou est-ce que nos intervenants veulent compléter? Juste par rapport à la fin des marchés, je sais pas si mon écran est encore partagé. C'était la dernière partie. Là, vous voyez ce qui est à l'écran? Là, on voit François qui se mord les doigts. Ou pas? J'ai des petits problèmes de connexion, visiblement. Alors, est-ce que là, vous voyez ce que je mets à l'écran? D'accord. Pas encore. En fait, c'était un peu la fin du parcours de apprendre, c'est-à-dire que, comme l'a dit François, connaître les raisons du rejet de l'offre, ça c'est quelque chose de calé sur les marchés formalisés et c'est des questions que vous pouvez poser au donneur d'ordre et à l'acheteur qui avait déposé ce marché-là, de savoir pourquoi votre offre a été refusée. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi s'inscrire dans la préparation des autres marchés, c'est-à-dire de savoir réellement pourquoi on n'a pas eu ce marché-là, en tirer les conséquences par rapport aux marchés qui seront à venir, soit par rapport à ce donneur d'ordre-là, soit par
rapport à un autre marché qui pourrait être similaire. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir préciser un peu, notamment dans vos notes et dans la présentation de vos propositions et de vos services, grâce effectivement au retour que peuvent vous faire les acheteurs, d'avoir un détail un peu plus précis là-dessus. C'est également aussi l'opportunité quand même de contacter l'acheteur en dehors d'un marché pour qu'il puisse faire du sourcing, parce que lui, dans le cadre du code de la commande publique maintenant, peut rencontrer les différentes entreprises pour faire son sourcing plus tard sur d'autres types de marchés. Donc c'est intéressant quand même, surtout qu'on est très souvent local au niveau de l'IAE, de rencontrer les donneurs d'ordre et les acheteurs pour déjà un peu parler le même langage, et puis et pouvoir proposer, pouvoir présenter ce que vous savez faire et ce que vous faites, votre périmètre, etc., de façon hors marché, pour que lui puisse faire du sourcing, et quand il a des demandes, notamment sous les seuils, qu'il puisse vous les proposer. Donc préparer des marchés similaires, évidemment, et puis ça permet aussi de faire de la communication et de s'habituer à présenter ces prestations chez les donneurs d'ordre, ce qui n'est pas anodin. Donc ça veut dire qu'on utilise le prétexte d'avoir répondu à un marché, donc d'avoir le contact des acheteurs et donneurs d'ordre liés à un marché, pour pouvoir faire justement sa propre prospection, quoi. Voilà ce que je pouvais rajouter. Merci Vincent. Est-ce que voilà, vous avez des questions? J'espère, parce que autrement ça voudrait dire qu'on avait été très très clair. Mais c'est l'occasion là de poser les questions avant de se lancer. Est-ce que certains d'entre vous ont eu des expériences compliquées ou réussies? Voilà, je vais vous laisser la parole. Bonjour monsieur. C'est à moi? Oui. Oui, j'ai une question sur Maximilien. Dans les documents qui sont dans le coffre-fort sont accessibles par les acheteurs qui sont passés par Maximilien? Ou pas? Daniel, est-ce que tu veux répondre? Ou François? Oui, moi je peux répondre. Oui, en effet, lorsque vous mettez en fait des documents dans le coffre-fort, dans ce qui s'appelle le coffre-fort électronique sur votre compte entreprise sur Maximilien, en fait, les acheteurs peuvent y accéder simplement en fait en retrouvant le nom de votre entreprise. On a accès à ce qui s'appelle une fiche fournisseur, et en fait, lorsqu'on fait, on descend un tout petit peu sur la fiche fournisseur, on a une section coffre-fort entreprise avec tous les documents que vous avez mis. Donc on peut accéder, je sais pas, si vous avez mis en effet vos assurances, on peut les récupérer, etc. Oui, mais quand on répond dans un DC1, par exemple, on nous demande site internet où peut être accessible vos éléments. Ouais. On met quoi? On met Maximilien, donc le nom du site, quoi. Oui, alors tout dépend de ce à quoi vous faites référence précisément en fait. Le coût Vous du voulez, site. quand vous répondez avec un DC1, Oui, d'accord? Il demande dans le DC1 les éléments de preuve, d'accord? oui. Alors les éléments de preuve, vous n'avez pas à les fournir au moment du dépôt en fait. Non, mais Vous on les- peut très bien indiquer qu'ils sont disponibles chez Maximilien. Oui, Si l'acheteur est passé par la plateforme Maximilien, on est tout à d'accord. fait. Ouais, absolument. C'est pas comme attestation légale où là, même s'il n'est pas passé par attestation légale, on peut lui donner un code, etc. Non, non, en effet, là, vous pouvez mettre que vous avez mis les documents de preuve sur le coffre-fort électronique éventuellement. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Est-ce que ça a répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Crime, est-ce que tu veux poser une question ou Alors, compléter? je ne veux pas poser une question, je veux juste compléter la réponse apportée à monsieur qui a posé la question sur la notion du coffre-fort. Quand une entreprise dépose des documents dans son coffre-fort, elle les rend accessibles à la demande et à volonté. C'est-à-dire, vous mettez des documents et vous dites par rapport à la réponse que je vais formuler, je rends ces documents accessibles à l'acheteur qui va accéder au dossier que j'ai déposé. Et quand l'acheteur arrive sur votre offre, il a accès à votre coffre-fort avec les documents qui sont dedans. Ouais. Non, Allez-y, oui, allez-y. j'ai bien compris. Donc, c'est très différent du site attestation légale
où là, on peut, à n'importe quel acheteur, on peut leur donner l'adresse et un mot de passe pour accéder à tous les éléments, quoi. C'est très différent, quoi. Tout à fait, puisque votre coffre-fort, c'est vous qui êtes maître du jeu, c'est vous qui autorisez les documents que vous souhaitez voir apparaître, et quand l'acheteur est en contact avec vous via une consultation, il peut accéder au coffre-fort et récupérer uniquement les documents que vous autorisez. Ok. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, vos micros, ils fonctionnent certainement. Krim, donc, qui est notre chef de projet et formateur de la plateforme, est-ce qu'il y a des choses que tu veux compléter pour permettre aux entreprises de gagner du temps ou de les inciter à se lancer dans les marchés publics? Je dirais simplement que tout ce qui a été exposé répond pleinement à la demande. C'est vrai que la réponse à une consultation peut se faire de manière peut-être un petit peu plus lente la première fois. Et à la deuxième consultation, vous verrez que les gestes se mettent en place et que derrière, si on prend les précautions nécessaires, notamment côté matériel et côté réseau, la réponse à une consultation se fait de manière fluide et relativement simple. Quelle est la moyenne de nombre d'offres par consultation? Est-ce qu'on a des chiffres pour savoir si ça dépend? Est-ce que ça dépend des marchés, des typologies de marchés? C'est une question extrêmement difficile dans la mesure où on ne peut pas généraliser. La dernière analyse qui a été faite, c'est qu'actuellement, on est sur une moyenne de 5,7 offres par consultation. Mais c'est pas représentatif parce que sur certaines consultations, on va avoir plus de 50 offres et sur d'autres consultations, on va avoir 2-3 offres. Donc, du coup, la balance est un petit peu trouvée. La moyenne ne représente absolument rien dans ce contexte-là. Ça dépend des domaines d'activité et de la nature des consultations. D'accord. Mais en tout cas, ce qu'il faut aussi retenir, c'est si on n'est pas retenu sur une première consultation, il ne faut pas hésiter à recandidater parce qu'on peut toujours s'améliorer et c'est pas parce qu'on n'a pas été retenu sur une offre qu'on ne le sera pas sur un prochain marché. Pour compléter tes propos, Sandrine, de plus en plus d'acheteurs s'orientent vers les plateformes de dématérialisation. C'est de plus en plus utilisé. Et le fait de ne pas être retenu sur une consultation n'est pas lié à la technologie ou n'est pas lié à l'utilisation d'un profil acheteur, mais lié à l'offre elle-même. Donc peut-être ça permet un point important qui n'a pas été cité sur la thématique, c'est qu'au travers du profil acheteur sur la plateforme des marchés publics, vous avez accès en tant qu'entreprise aux données essentielles des marchés publics. C'est des données qui sont ouvertes. Ça vous permet d'avoir des informations sur les consultations, les attributaires et surtout les montants. Et ça vous permet de vous positionner aussi par rapport aux différentes offres. Ça vous donne des indications un petit peu plus claires au regard des consultations qui sont passées. Et donc, ces données-là, l'entreprise, j'ai pas été retenu, je peux aller voir les données essentielles des marchés qui donnent des informations sur l'attributaire et le montant du marché attribué. Tout à fait. C'est des données qui sont ouvertes et donc accessibles à tout le monde. Vincent, est-ce que tu as des éléments à indiquer en termes d'accompagnement des entreprises qui veulent démarrer? Oui. Alors il y a le Graphi organise des formations par rapport à l'un ou l'autre de ces réseaux. Hein. La FAS en fait une là au mois de novembre sur la réponse au marché public. Donc des formations soit côté SIAE, vous accompagner pour répondre avec des exemples concrets, etc. Ce sont des formations qui sont déjà financées, donc effectivement qui sont gratuites pour les SIAE. Et on fait la même chose sur le pendant donneurs d'ordre. On accompagne les donneurs d'ordre pour les sensibiliser à l'IAE, aux achats sociaux
socialement responsable et techniquement comment eux peuvent utiliser l'ensemble de la commande du code de la commande publique pour pouvoir justement mettre en place des achats socialement responsables au sein de leur collectivité ou de leur boîte privée, puisqu'on en a de plus en plus en lien avec la RSE évidemment, quoi. Donc n'hésitez pas, parce que voilà, ce sont des formations qui sont relativement courtes, très très pratiques, et voilà. Et je sais que le GIP organise ça également, voilà, par rapport à ses adhérents, je crois. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut poser une question à nos intervenants? Donc ça signifie que vos propos ont été très clairs. Donc du coup, je vous remercie tous les deux, Daniel et Krim également. Et puis je vous invite, écoutez, à rejoindre l'atelier suivant qui démarrera dans quelques minutes à 15h40 sur un atelier animé par la région Île-de-France sur les relocalisations inclusives. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis on diffusera les PowerPoint. Et merci. 35. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt, au revoir.